Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la nouvelle ligne de couleurs de retouche Purest. Très rapidement, je me présente. Quelques-uns d'entre vous, ou quelques-unes d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle Leonardo Borgioli, je suis un chimique et depuis 25 ans, je m'occupe des produits que CTS a au fur et à mesure introduit dans sa liste de produits. Donc, je suis responsable de nouveaux produits et du contrôle de vieux produits sur la liste des produits. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette nouvelle gamme de produits qui sont utilisés depuis quelques mois en Italie et non seulement en Italie pour la retouche picturale. Afin de faire cela, afin de vous présenter ce webinaire, je voudrais expliquer quelques points, c'est-à-dire les règles de la retouche picturale. En ce qui concerne le matériel, comment il doit être pour être utilisé dans la restauration. Sans aucun doute, il faut que ce matériel soit reconnaissable par rapport à l'originel. Donc, depuis longtemps, les retouches à huile ont été abandonnées depuis longtemps et ainsi les retouches acryliques pour les travaux acryliques. En plus, il doit être réversible, donc on doit pouvoir assez aisément enlever le matériel appliqué pour la retouche tout en utilisant des solvants qui ne touchent pas la couche picturale et originelle. Ce type d'intervention de retouche suit la règle de l'intervention minimale. En d'autres mots, on commence avec un ton en dessous et au fur et à mesure, on ajoute des couches. Bien évidemment, je pense que vous connaissez cela comme vous êtes des professionnels. Mais pour nous, cela est tout à fait essentiel, y compris le dernier point, c'est-à-dire la stabilité, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, ces matériaux ne doivent pas changer avec l'humidité, la lumière, le temps. Donc, il faut utiliser des pigments et des ligands qui doivent être le plus stables possible. En Italie, l'opération de retouche picturale a fait l'objet de plusieurs débats et on peut le remarquer aussi grâce à des articles, des publications qui ont été présentés à l'occasion de plusieurs congrès internationaux. En général, on peut dire que à l'échelle mondiale, les débats se sont focalisés sur les caractéristiques des peintures pour les peintres, l'analyse des matériaux, des pigments originaux, mais les articles se focalisant sur les matériaux pour les retouches ne sont pas tellement nombreux. Donc, il s'agit d'un secteur que l'on devrait mieux étudier. Les analyses scientifiques que l'on peut repérer parmi les publications visent notamment à s'occuper des composantes des peintures, les originelles aussi bien que les peintures utilisées en phase de restauration. La retouche picturale est une opération qui suit l'utilisation des peintures. Donc, les matériaux sont presque le même, voire assez similaires. Voilà pourquoi nous avons profité des études menées notamment au cours des années 90-80 pour mieux comprendre les études sur les peintures, pour mieux comprendre les matériaux que l'on utilise pour la retouche picturale. En fait, si l'on analyse la bibliographie concernant ces produits, on peut remarquer que jusqu'à la fin des années 90, on a toujours parlé de peinture.
On a dû attendre les années 2000 pour référer des articles faisant la comparaison entre la stabilité des plusieurs pointures. Je vais mentionner un article comme pionnier, comme point de repère pour nous tous, nous que nous avons étudié les matériaux pour la retouche. Eh bien, cet article a été publié à l'occasion de le congrès de Melbourne en l'année 2000. Leonard Whitman, Robert Gambling et René Delavie ont expliqué comment ils avaient développé ces nouveaux matériaux pour la retouche. En Italie, on a commencé à faire cela un peu plus tard. Ici, vous avez des articles présentés à 30 en 2010. Et à partir de l'année 2013, à niveau européen, les congrès REC ont été très intéressants. Donc, le Retouch Cultural Heritage, à partir du premier congrès à Lisbonne, au Portugal, en 2013, jusqu'à le congrès à Lisbonne de l'année dernière, eh bien, ces congrès ont analysé et ont présenté à nouveau les matériaux pour la retouche et aussi tous les sujets éthiques, les procédures pour l'application des couleurs pour la retouche, pour ce qui est des peintures notamment, mais pas seulement, parce que la retouche implique toute une série de matériaux tels que les murs, les œuvres polychromes sur le bois, le métal, etc. En outre, au cours du dernier congrès REC à Lisbonne en 2023, comme vous pouvez voir à l'écran, l'article signé par M. Tenier et par moi-même a été présenté dont le titre était Formulators Emotionality, c'est-à-dire l'émotivité sous-jacent le travail de formulation des couleurs. Les techniciens, tels que M. Tony et moi-même, les techniciens qui travaillent sur la composition des matériaux ne sont pas des machines, donc ces techniciens éprouvent des émotions et donc le choix de la gamme des couleurs est affecté par cela. Maintenant, on va rapidement analyser l'histoire des couleurs à retouche. En Italie, et je pense en France aussi, il y a une tradition de préparation artisanale pour les couleurs à retouche en partant des matériaux tels que la résine de mastic ou baume du Canada. Ils sont mélangés comme pigments en poudre pour préparer des pastilles sur la tablette qui sont ensuite redissoutes au moment de l'utilisation avec les solvants le plus indiqués. Ce système de base avec les résines synthétiques a évolué, mais de toute façon, la tradition artisanale est restée, impliquant le mélange du pigment en poudre avec le ligand, avec les solvants. Donc, on a vu l'entrée sur le scénario des résines telles que Paraloid etc. Eh bien, maintenant, on va voir la première des résines utilisées pour la retouche, c'est-à-dire le polyvinyl acétate, PVA. À l'époque, il avait été identifié en 1935 par M. Guettins, un technicien chimique,
qui le présentait comme un liant potentiel pour les pigments et comme base pour les peintures. Depuis 1950, ce type de résine a été appliqué sur toute une série d'œuvres, même si par la suite, du point de vue du résultat en tant que peinture, ce produit a été abandonné très tôt. Les peintures sur base PVA étaient trop souples, absorbaient les poudres et donc elles ne pouvaient qu'être utilisées que pour la première couche comme base. Ensuite, il fallait appliquer une nouvelle couche de peinture. Une molécule très spéciale de la même famille, appelée Ayab, a été identifiée en 1959 et donc jusqu'aux années 70 et par la suite, Ayab a été considéré comme la base pour le premier médium pour la retouche commerciale. Dans ce cas, c'était un ligand déjà prêt pour être utilisé avec l'adjoint des pigments en poudre. CTS, depuis le début de sa collaboration avec M. Berger, a ajouté ce médium, in-painting medium, un produit intéressant, mais dont la diffusion n'a jamais été très importante. L'année dernière, a été effacé de nos listes de produits parce que ce produit n'était pas tellement apprécié par les restaurateurs. À partir de l'année 1991 jusqu'à l'année 2010, les Golden PVA Conservation ont été lancés sur le marché, donc des couleurs de conservation Gold PVA avec des pigments acétates et en poudre. Donc, après le retrait du marché de l'Ayab, elles étaient un remplaçant à base de Molite 20. Ce produit aussi a été enlevé par la liste de produits et donc on a utilisé un autre produit, c'est-à-dire Raviflex BL5S. Eh bien, à partir des produits PVA, on a passé aux acryliques qui avaient été introduits en 1930 par Rome et Haas aux États-Unis, en Europe aussi, à travers la ligne Plexigam. Et finalement, on a obtenu les paraloïdes très connus qui ont été utilisés comme base par Léonard Beaucourt et Sam Golden pour la ligne de couleur Magna. À cet égard, il faut dire que ces produits n'avaient pas été conçus comme couleur à retouche, voire comme une nouvelle typologie de couleurs pour les artistes, comme vous pouvez voir de cette image. Ici, nous avons Monsieur Beaucourt qui a un tube de ce produit, c'est la publicité, et la phrase est le nouveau premier médium de peinture après 500 ans. Qu'est-ce qu'il entendait dire? Il voulait souligner que à partir de l'invention des couleurs à huile, à peu près il y a 500 ans, eh bien à partir de cela, on n'avait jamais eu un nouveau médium de peinture. Donc, il propose cette gamme de couleurs. En réalité, cette ligne a été par la suite un échec commercial, pas de succès, malgré la présentation auprès des académies d'art aux États-Unis, malgré la publicité. Ces couleurs ont été appréciés par des artistes en particulier
qui les ont utilisés, mais en général, ces couleurs ont été utilisées par plusieurs restaurateurs aussi, étant donné leurs caractéristiques du ligand, le paralloïde F10. Grâce à cela, les produits étaient vraiment réversibles en solvant hydrocarburique. Donc, il était possible de les utiliser en tant que couleur de retouche et, le cas échéant, les enlever aussi. Donc, comme on a dit au départ, ils étaient très réversibles. Ces produits étaient très réversibles. Aujourd'hui, paralloïde F10 n'est plus utilisé. On utilise le paralloïde B72 qui est bien plus connu. En résumé, voilà les lignes des couleurs à retouche utilisées pendant après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à récemment. Nous avons la ligne de Beaucourt basée sur l'acrylique, paralloïde F10, la ligne Golden. Puis, nous avons vu des lignes sur la base de acétone et puis la ligne Erker B72 qui était une série de médiums dont la viscosité varie basée sur l'acrylique, le paralloïde B72. Aujourd'hui, ici, vous avez les lignes actuelles disponibles sur le marché. Donc, nous avons les couleurs historiques, Maimeri Restauro, qui présentent une base de résine de mastic. Non seulement, mais il y a aussi d'autres composantes. Et la composition de ces produits est assez complexe. En plus, nous avons Gablin Conservation Colors, en utilisant le Laropal A81. Ensuite, la ligne de Kremer, 3 couleurs, une à base de gomme lac, une avec paralloïde B72 et finalement la ligne à base de Laropal A81. Finalement, un produit moins utilisé en Europe, Restaurarte, à base de Laropal 101, toujours avec une résine néoraldéhyde, et puis Golden MSA, Conservation Painter, à base acrylique, même si le type d'acrylique n'est pas indiqué. Très rapidement, je voudrais parler de la résine Laropal A81, celle que l'on a utilisée pour notre gamme. On la connaît très bien. On l'a étudiée au cours des 20 dernières années en prenant en considération plusieurs points de vue. La résine a été utilisée pour notre ligne de peinture, Retouching Painter. C'est une ligne réalisée par une société allemande et elle présente 49 degrés et le point de fusion est entre 80 et 85 degrés. Donc, comme vous pouvez voir du schéma, cela implique que la résine est assez dure et elle ne devient pas souple aux températures ambiantes. Donc, ce type de résine ne peut pas absorber la poudre, les particules de carbone, de la poussière qui existent n'importe où, dans les laboratoires, dans les musées. Donc, cette résine n'a pas des effets de grisonnement dus à l'absorption des poudres. Donc, on l'a utilisé pour le Regal Retouching Varnish. Et puis, nous avons
l'indice de rayonnement élevé et donc la résine est brillante et près des indices de rayonnement des produits à huile. Le poids moléculaire est bas. Elle fait partie des résines LMW dont le poids moléculaire est bas. En fait, le poids moléculaire de l'aropal est entre 2800 et 3000 UVA, donc la masse atomique. Et de ce point de vue, le poids moléculaire, ces produits sont assez similaires aux résines Regal-Gress plus connues. Une autre caractéristique est le fait que l'on peut utiliser avec plusieurs solvants, un solvant tel que l'alcool isopotique ou d'autres, l'alcool isopropylique ou d'autres solvants. Monsieur Delary a étudié ce produit, le premier, et nous avons plusieurs publications qui indiquent ces études et qui datent de 1989 jusqu'à l'année 2000. Donc, cette résine est très bien connue. Ici, vous pouvez voir les résultats d'une étude que l'on a menée auprès du CNR de Florence, le Centre national de recherche. Cette étude concerne le vieillissement accéléré avec des rayonnements élevés. Les études réalisées jusqu'à l'année 2002 impliquaient des vieillissements rapides où le rayonnement ultraviolet était éliminé. Delary avait vieilli la résine l'aropal 81 et les autres de comparaison en utilisant des lumières avec une gamme de rayonnement limitée. Étant donné qu'en Italie, la situation des musées, des expositions était plus critique parce que nous n'avions pas et nous n'avons pas encore un éclairage qui est toujours idéal. Donc, le rayonnement ultraviolet n'est pas toujours coupé ou bien souvent dans les musées italiens, il n'y a pas de protection pour le fenêtre. Et donc, on ne peut pas éliminer les ultraviolets les plus agressifs. Voilà pourquoi il fallait comprendre la réaction de l'aropal avec des rayonnements forts aussi. Voilà pourquoi on a fait une comparaison parmi tous ces produits que vous pouvez voir ici. Donc, il y a cette résine présente dans quelques produits, comme vous pouvez voir. Il y a d'autres formules combinées aussi. Au fond du transparent, vous avez un mélange avec les Tyrovine 292, un matériel qui ralentit l'oxydation des résines sujettes au vieillissement. Comme vous pouvez remarquer des chiffres, des numéros, la résine avec 100% de solubilité à la fin de ce vieillissement accéléré très très forte à 3000 heures, seulement l'aropal 81 avait 100%. Même dans les autres cas, on a 100%, mais dans ce cas, on avait ajouté un additif. Ces résultats ont été confirmés par la suite et on peut le voir dans cette table par l'analyse des poids moléculaires. Ces poids étaient toujours stables pour l'aropal 81
qui, dans ce cas, tendait à réduire un peu son poids moyen. De même pour le mélange avec le Tirovi 292, la dernière ligne de la table, tandis que pour Craton, on pouvait avoir, à travers ces chiffres, on pouvait remarquer la fragmentation forte parce que le poids moléculaire était de presque 85 000. Après 3000 heures, nous avions deux fragments dont le poids était de 4000. Donc, même de ce point de vue, l'Aropal 81 était très stable. Les analyses ont été terminées par d'autres calculs, des mesurations, et j'en passe, des spectres infrarouges tels que celui que vous pouvez voir dans cette diapo. De base, l'Aropal A81 ne changeait pas ses paramètres, donc était toujours transparente. Et à la fin de cette étude, la peinture à retouche Regal Retouching Varnish a été réalisée. Bien évidemment, toutes ces caractéristiques indiquent que l'Aropal 81 est le matériel idéal comme ligand pour les couleurs à peinture. Voilà pourquoi on l'a utilisé pour préparer notre ligne Purest. Ces couleurs sont donc des couleurs très simples, si vous voulez. Leur formule est très simple, leur composition est très simple. De base, il s'agit d'un mélange de l'Aropal 81 avec le solvant de base alcool isopropyl, avec l'agent de pigments très stable, des additifs aussi pour régler la viscosité. Donc, on a utilisé l'alcool isopropylique. Une attention spéciale a été attachée au choix des solvants. La plupart des solvants est alcool isopropylique avec un autre solvant qui permet d'utiliser le matériel sur la surface d'Ovanol PMA. Il s'agit d'un solvant excellent pour l'Aropal 81 et le choix du solvant vise à réduire au minimum la toxicité, le degré toxique. Et la gamme de couleurs à retouche pour reste n'implique pas les hydrocarbures aromatiques que l'on peut repérer ailleurs, tels que les couleurs gambling. On va le voir par la suite quand on va analyser l'étiquetage de ces matériaux. Bien évidemment, la plupart de notre travail s'est focalisé sur le choix des pigments et sur la création de cette gamme que vous voyez ici. Cette gamme se base sur 30 couleurs plus une pâte à base de carbonate de calcium. Il s'agit d'un matériel blanc avec une capacité de couleur très basse. Pourquoi? Quel est le sens de créer le 31e couleur? Eh bien, il s'agit d'une base à laquelle on peut ajouter n'importe quel pigment sans perdre l'intensité de la couleur. En fait, le carbonate de calcium est un matériel qui peut être défini presque transparent. Si l'on l'associe à un pigment, il ne change pas le ton, il ne réduit pas l'intensité de couleur. Cette pâte, la couleur numéro 31, a été conçue sur la base des exigences
de la restauration, telle que l'exigence de créer une tonalité sur la base des pigments que l'on a à notre disposition. Un exemple très simple. Si nous avons la poudre d'une malachite d'une couleur spécifique et que je veux l'utiliser pour retoucher quelques points de mon peinture de mon tableau, eh bien, on peut le faire en l'ajoutant au mélange. Et de cette façon, sur ma palette, je peux avoir une couleur qui n'existe pas dans la gamme que l'on a préparée, que l'on a mis au point. Je veux réitérer que tous les pigments inclus dans la gamme présentent une stabilité, une life stiffness de classe 1. D'après l'échelle ASTM D4302 et correspond au niveau excellent. Donc, c'est le maximum de cette échelle. Il y a une seule exception, la laque de Garance foncé qui est de la classe 2, très bonne résistance à la lumière. Eh bien, à cet égard, je voudrais souligner qu'il n'existe pas le solvant parfait. Et cela s'applique, à cette nouvelle gamme Purest, mais aussi cela est valable pour les autres typologies de couleurs, parce que le solvant est lié étroitement à la façon dont chacun travaille. Et chacun d'entre nous a sa technique pour étendre la couleur, chacun d'entre nous a sa vitesse. Donc, chacun doit créer son solvant idéal. Ce que l'on peut faire est offrir toute une série de possibilités à utiliser, à mettre en place. Donc, tout d'abord, je voudrais faire une distinction entre diluant et vrai solvant. Quelle est la différence entre ces deux groupes de solvants? Les diluants peuvent être utilisés pour étirer, pour diluer la couleur qui a déjà été mélangée au solvant. Il s'agit donc de solvants qui ne sont pas capables eux-mêmes de dissoudre la résine, l'apparal 81, mais ils peuvent contribuer au mélange. C'est le cas du white spirit, l'essence de pétrole, etc. Ensuite, nous avons les vrais solvants. C'est une vaste gamme de solvants qui sont capables de dissoudre la résine Laropal A81. Je ne cite que les plus reconnus, tels que le dovanol, les carbonates de diméthyle, l'éthyle, le lactate d'éthyle, ou bien l'acétate de butyle. Donc, les solvants que l'on vient d'indiquer sont le carbonate de diméthyle et le dovanol PM. Le premier est rapide pour ce qui est de la dissolution. Le dovanol est plus lent. Donc, en mélangeant les deux, il est possible d'atteindre la juste volatilité. Mais bien évidemment, chacun est libre de réaliser son propre mélange, ajoutant d'autres solvants plus lents tels que l'éthylactate, le lactate d'éthyle. Vos collègues ont posé une autre question. Pourquoi proposer les couleurs dans un pot et non pas dans le tube classique? Eh bien, la réponse dépend de la basse polarité de la Laropal A81. Au fil des années, il y a la séparation entre la résine et le pigment.
Si cette séparation se vérifie, comme c'est le cas au cours de quelques mois, si nous avons le pot, au moment où nous voulons sortir la couleur du pot, au départ, le mélange peut être très riche de solvant et non pas de résine. Et en bas, sur la base du pot, nous avons quelque chose de très compact, très dur, qui est essentiellement la résine séparée du pigment. Le tube pose pas mal de problèmes et empêche l'utilisation du produit. Si par contre on utilise le pot, il est possible pour moi mélanger à nouveau le matériel, appliquer le cas échéant du solvant pour obtenir un mélange facile à utiliser. Et donc, je peux récupérer le matériel dur. Je peux donc utiliser tout le produit et je peux avouer les pertes de produit. La seule remarque à faire, si l'on utilise un solvant pour récupérer la couleur pureste qui a été desséchée dans le pot, est de ne pas utiliser acéton ou des solvants aromatiques parce que le pot est fait en PET, en polyéthylène, et donc le PET est un matériel sensible à l'acétone et aux solvants aromatiques. Donc, il faut éviter ces deux solvants, utiliser le dovanol ou bien le alcool isopropylique. Le pot a aussi un opercule qui évite la sortie du couleur. Donc, la couleur est toujours fraîche, qui n'a pas perdu le solvant originaire. Ce opercule, c'est ma suggestion, doit être enlevé partiellement au moment de l'utilisation, de sorte à pouvoir l'appliquer à nouveau pour fermer de façon plus efficace en utilisant aussi le bouchon, le véritable bouchon, de sorte à pouvoir fermer de façon plus efficace le pot et de cette façon, on peut réduire l'évaporation du solvant originaire. Nous avons beaucoup travaillé pour déterminer le rapport résine-pigment. Même si la quantité du solvant affecte la quantité du mélange, il est évident que il faut obtenir un mélange toujours souple et cela est possible grâce au bon rapport entre la résine et le pigment en poudre. Très rapidement, pour ce qui est des étiquettes, à cet égard, je voudrais souligner que nos étiquettes, quelques exceptions près, parce que nous avons 28 couleurs qui ne présentent que le symbole d'inflammabilité, et donc le risque est lié au fait que les deux solvants sont flammables, donc voilà pourquoi il y a ce symbole, mais à part cela, il n'y a pas de symbole lié au degré de toxicité, par exemple. Je disais qu'il y a 28 couleurs, il n'y a que 3 couleurs avec le symbole de danger, le point exclamatif. C'est le bleu de Prussie, le bleu cobalt, le rouge cadmium foncé et le vert cobalt. Cela est déterminé par la présence du cadmium et le cobalt qui peuvent
déterminer des problèmes liés au caractère nocif et donc nocif. Donc, il y a aussi des indications, donc on peut comprendre le danger de façon intuitive, mais il y a aussi des phrases du risque liées aux solvants ou aux pigments qui se trouvent à l'intérieur du produit. En conclusion, je voudrais m'attarder sur trois couleurs telles que le violet de manganèse. On l'a sélectionné étant donné son niveau toxique bas. Ce pigment avait déjà été identifié en 1868 et après 20 ans, il avait été lancé sur le marché avec le nom mauve permanente. Aujourd'hui, ce pigment est utilisé, par exemple, dans le secteur cosmétique, étant donné qu'il n'y a pas des effets toxiques. Il est utilisé aussi pour la production de matières plastiques pour les jouets ou bien pour les récipients de nourriture. Justement parce que ce matériel peut être en contact avec la nourriture. On peut même l'avaler dans de petites quantités, bien évidemment. Ici, vous avez un tableau très connu par Seurat qui a utilisé cette couleur pour le canal de Gravelines. Le tableau a été analysé et on a détecté ces pigments en utilisant le manganèse et le phosphate d'ammonium. Ensuite, la reuline est un autre pigment intéressant. Ce n'est pas le pigment originaire identifié en 1831 par Fischer. La reuline originelle était le cobaltinitre de potassium, qui présente de potassium et qui a donc des effets toxiques. Au fil du temps, il change sa couleur et il tend vers le marron. Voilà pourquoi on a préféré utiliser une aréoline de synthèse moderne qui est un benzimidazolone caractérisé par le sigle PY151 et son ton est très proche du jaune de cadmium clair. C'est un peu moins couvrant. On a choisi cette aréoline parce que les couleurs à base de cadmium à présent sont dans un état d'incertitude. Probablement, la communauté européenne va interdire l'utilisation de ces couleurs. Voilà pourquoi on est en train d'évaluer des options, y compris la rhéoline. Notre gamme inclut aussi le cadmium rouge foncé et cadmium orange. Donc, probablement, dans l'avenir, il faudra trouver des produits remplaçant ces couleurs à base de cadmium. De même pour le cobalt. Les prochaines années seront caractérisées par des essais, des tests visant à sélectionner des options valables pour ce qui est des couleurs même, mais aussi pour ce qui est de la stabilité. Dernier matériel à prendre en considération, les lacs. Les lacs sont très utiles. Il s'agit de couleurs que l'on ne peut pas éliminer de nos palettes, pardon. Mais les lacs présentent un problème de stabilité.
Voilà pourquoi nous avons introduit le carmidium, le carmin qui correspond au rouge anthraquinone qui n'a pas la même intensité de l'alizarine naturelle. Souvent, donc, il faut corriger le carmin avec d'autres rouges. En plus, nous avons aussi la laque de carence foncée. C'est une exception pour notre gamme parce que elle est le résultat d'un mélange de couleurs. Pour presque toutes les couleurs de la gamme Purest, les couleurs se basent sur un pigment seulement. Cela est utile pour pouvoir offrir une continuité des couleurs au fil des années. Si l'on commence à mélanger un, deux, trois pigments pour obtenir une tonalité spécifique, il y a le risque qu'un de ces pigments, au cours de la production, peut impliquer des variations et donc on ne peut pas garantir la continuité. Pour vous offrir une laque de carence foncée stable, nous avons mélangé à PR31, nous avons mélangé le marron, le PBR25, le brun benzimidazolone, PBR25. Cela est le résultat de deux pigments. Donc, vous savez très bien que les couleurs anthraquinones sont la base des couleurs et des lacs tels que l'alizarine et kermès, comme vous voyez par ces formules. L'anthraquinone de synthèse sont carrément plus stables, mais il n'est pas toujours possible d'obtenir la tonalité de la couleur originelle, c'est-à-dire du véritable kermès ou de la véritable alizarine. J'espère que vous allez avoir la possibilité de tester la tonalité, la stabilité de ces produits. Et j'espère que vous allez apprécier tout cela. En conclusion, je voudrais mentionner l'étude sur la stabilité des matériaux qui est en cours, une étude en cours, une étude que l'on a réalisée en collaboration avec le CNR-IFAC de Florence, M. Picole. Nous avons réalisé des palettes avec les pigments Purest, les couleurs Purest. Et par la suite, on a réalisé un vieillissement accéléré avec un vieillissement accéléré intense avec un rayonnement ultraviolet fort et cette partie-là a déjà été terminée. Et en parallèle, nous avons aussi mené une autre étude avec la lumière naturelle à l'intérieur. Donc, on a cherché à réaliser un milieu tel qu'un musée, une église, là où il n'y a pas des mécanismes de protection tels que des filtres aux fenêtres, etc. Pour l'instant, je ne peux rien ajouter. Il y aura une publication par la suite, mais je peux vous dire que le vieillissement avec le rayonnement ultraviolet a enregistré des résultats excellents, supérieurs aux attentes, parce que même la laque de Garance foncée, qui, à mon avis, était un peu le point de faiblesse de notre gamme, par contre, cette laque a été extrêmement stable. D'ici près, le vieillissement avec la lumière naturelle sera complété. Ça sera pour juin-juillet. Et donc, au mois de septembre prochain, à l'occasion d'un congrès sur la couleur, on pourra
partager les résultats de cette étude. Donc, j'espère pouvoir mettre à jour cette rencontre avec des résultats numériques obtenus sur nos palettes. Les couleurs Purest, et j'ai conclu là-dessus, sont des couleurs très stables, simples, parce qu'ils se basent sur un mélange de pigments, ligands et additifs. Donc, un additif neutre, le sulfate de Valium ou la silice, et puis le solvant que l'on a choisi très attentivement pour obtenir le niveau minimal d'effets toxiques pour ce qui est de la couleur prête. Donc, en conclusion, les nouveaux couleurs à peinture pour la retouche picturale vous attendent et nous espérons pouvoir avoir vos commentaires, vos retours d'informations positifs et négatifs parce que nous sommes tout à fait conscients que, étant donné que c'est la première fois que l'on démarre avec une gamme de couleurs, il n'est pas possible pour nous d'être parfaits pour ce qui est de la synthèse de ces matériaux, mais étant donné que nous travaillons sur des petites quantités et comme on les produit l'un après l'autre pour enrichir notre gamme avec des nouvelles couleurs, nous nous basons sur vos suggestions, vos commentaires, parce que nous voulons au fur et à mesure améliorer nos productions. Donc, nos couleurs vous attendent et nous, on vous attend.